Aux funérailles de mon père, mon petit ami a murmuré à son ami, « Peux-tu croire qu'elle pleure comme une enfant? Ça me dégoûte. » Ils ont ricané. J'ai entendu chaque mot. Le lendemain matin, il a découvert ce que signifiait une vraie perte. Je m'appelle Yara Sullivan. J'ai 32 ans et il y a 2 semaines, je tenais la main de mon père pendant qu'il rendait son dernier souffle. Il n'était ni un homme riche, ni un homme bruyant, mais il était le genre d'homme sur lequel on pouvait construire toute sa vie. Un charpentier syndiqué pendant 40 ans. Le genre de père qui sentait la sueur de bois et le café, qui pouvait tout réparer avec un niveau et un sourire calme et patient. Les callosités de ses mains avaient plus d'histoire que les curriculums vitae entiers de certaines personnes. Il m'a appris à vidanger l'huile de ma voiture, à poser des cloisons sèches droites, à me comporter avec respect, même lorsque le monde ne m'offrait pas la même courtoisie. Mais plus que cela, il m'a appris que la vraie force n'a pas besoin de crier. Elle se présente simplement chaque jour, à l'heure, pour vous. Le cancer n'a eu que faire de tout cela. Il est venu vite, brutal et sans excuse. Un jour, il parlait encore de refaire correctement les armoires de la cuisine cette fois-ci. Et quelques mois plus tard, je signais les papiers de l'hospice avec la main tremblante de ma mère sous la mienne. Quand il est mort, quelque chose en moi s'est déchiré. Je n'ai pas honte de l'admettre. Je suis sa fille. Je l'aimais. Les funérailles ont eu lieu un mercredi. Le ciel avait la couleur du béton mouillé, et l'air avait ce goût métallique et froid qui rend tout un peu moins vivant. Je me tenais au premier rang de la petite chapelle, mon épaule pressée contre celle de mes sœurs, la main de ma mère agrippant mon poignet comme si elle pouvait s'envoler si elle lâchait prise. Derrière nous, quelque part au deuxième rang, était assis mon petit ami depuis 3 ans, Daniel, et à côté de lui, son ex-petite amie, Maya. Daniel avait insisté pour l'inviter. « C'est toujours une amie, Yara ?» avait-il dit lorsque nous nous étions disputés à ce sujet. « Elle m'a aidé à traverser la mort de mon père. Elle comprend le deuil. » J'avais ravalé mon malaise parce que je n'avais pas l'énergie de me battre pour un plan de table alors que mon père gisait dans une boîte en bois à l'avant de la pièce. À travers les hymnes, à travers les paroles douces et rodées du pasteur, je me suis contenu par pure force de volonté. Je savais que ma mère guettait les fêlures dans ma voix, observant mon profil comme une maman le fait toujours quand elle essaie de ne pas s'effondrer elle-même. Puis le plus vieil ami de mon père, Georges, s'est approché de la chaire pour l'éloge funèbre. Il s'est éclairci la gorge, ses mains tremblant alors qu'il lissait le papier plié. « Ton père m'a appris à pêcher quand nous avions 12 ans, a-t-il commencé, la voix tremblante de souvenir. Je ne savais même pas comment appâter un hameçon. Il s'est moqué de moi, puis il est resté éveillé toute la nuit à lire un magazine pour pouvoir me montrer comment faire. Le lendemain matin, pendant qu'il parlait, les images sont revenues en masse. Moi, petite fille sur un bateau qui fuyait, la crème solaire collante sur ma peau. Les grandes mains stables de mon père guidant les miennes alors que j'appâtais maladroitement mon propre hameçon. Son petit rire grave quand je grimaçais. La façon dont il ne m'a jamais fait sentir stupide d'essayer. Les larmes sont venues avant que je ne puisse les arrêter. Pas des sanglots dramatiques, juste des flots chauds et silencieux qui coulaient sur mes joues, dégoulinant de ma mâchoire. J'ai essayé de les chasser en clignant des yeux, mais elles n'ont fait que se multiplier. Ma gorge me faisait mal à force de retenir le son. À ce moment-là, je n'étais pas une femme de 32 ans dans une robe noire. J'étais juste une fille à qui son père manquait. C'est là que je l'ai entendu. Un murmure si proche derrière moi. Je pouvais sentir la chaleur du souffle près de mon oreille. « Peux-tu croire qu'elle pleure comme une enfant ?» La voix de Daniel, plate, légèrement amusée. « Ça me dégoûte. » Puis, comme un clou enfoncé dans du bois humide, un ricanement doux et réprimé de la part de Maya. Le monde n'a pas ralenti. Il s'est arrêté. Le son de la voix de Georges s'est estompé. Le bruissement des mouchoirs, les reniflements, le léger craquement des bancs d'église, tout a disparu pendant un battement de cœur. Il n'y avait que le silence et les mots qui y résonnaient comme un verre tombé. Pleurer comme une enfant, lui donnant le dégoût. Mon chagrin, mon amour pour l'homme dans le cercueil à l'avant de la chapelle était dégoûtant pour lui, embarrassant. Quelque chose dont on chuchote à son ex comme si j'étais un spectacle. Les larmes sur mon visage n'ont pas cessé, mais elles ont changé. Elles semblaient plus froides, plus lourdes, comme si elles gelaient sur ma peau. Une nouvelle émotion a envahi l'espace vide où se trouvait mon cœur. La rage.
Pas le genre bruyant et désordonné qui se débat et casse des choses. Non, celle-ci était d'une chaleur blanche et parfaitement tranchante, comme un éclat de verre fraîchement coupé. Elle s'est mise en place avec une clarté terrifiante. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas sourcillé. Je ne leur ai pas donné la satisfaction d'une réaction. J'ai regardé droit devant moi le cercueil, les fleurs que j'avais arrangées moi-même, et j'ai écouté Georges finir de parler des sorties de pêche, des réparations tard le soir, et de la façon dont mon père se présentait toujours avec sa boîte à outils, sans poser de questions. J'ai serré des mains. J'ai accepté des condoléances. J'ai serré ma mère dans mes bras, essuyé ses larmes et dit à ma sœur de boire de l'eau pour ne pas s'évanouir à nouveau. J'ai traversé la veillée funèbre comme un fantôme portant mon corps, souriant quand je le devais, hochant la tête quand les gens disaient qu'il était un homme bon. Il l'était. Ils avaient raison, et j'avais amené à ses funérailles un homme qui pensait que mon amour pour lui était un dégoût. À la maison après, ma famille s'est regroupée dans le salon pour partager des histoires. Ma cousine Sarah était assise près de moi, les doigts enroulés autour d'une tasse de café qu'elle ne buvait pas. Je l'ai surprise à jeter plus d'un regard vers la cuisine. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir ce qu'elle voyait. Daniel et Maya dans le coin, faisant défiler leur téléphone, ennuyés, agités, riant doucement de quelque chose sur un écran pendant que ma mère était assise sur le bord du canapé, serrant l'une des vieilles flanelles de mon père comme si c'était un gilet de sauvetage. Je les ai observés par-dessus le bord de mon verre, non pas comme mon petit ami et son ami, mais comme un problème, comme une menace, comme deux personnes qui venaient de révéler exactement qui elles étaient alors que mes défenses étaient au plus bas. Il n'était pas un partenaire, il était un fardeau. Daniel a essayé de glisser sa main dans la mienne pendant le trajet de retour à mon appartement. Celui avec l'hypothèque à mon nom, les meubles que j'avais achetés, la vie que j'avais construite bien avant qu'il ne déplace ses vêtements dans mon placard. J'ai changé de vitesse avec une précision inutile et j'ai laissé sa main pendre dans les airs. La route est glissante, ai-je murmuré. J'ai besoin de mes deux mains. Il a accepté cela. Bien sûr qu'il l'a fait. Il n'avait jamais été très doué pour lire entre les lignes. Ou peut-être qu'il n'a jamais pensé qu'il le devait. Cette nuit-là, il s'est endormi rapidement, étalé en diagonale sur mon lit, la légère odeur de son eau de Cologne étant une intrusion dans un espace qui semblait soudainement contaminé. Ses cils battaient contre ses joues, sa bouche légèrement entr'ouverte. Pour n'importe qui d'autre, il aurait pu paraître paisible. Pour moi, il ressemblait à un étranger qui avait été autorisé à entrer dans mes moments les plus vulnérables et qui avait décidé de rire. Je me suis assise dans l'obscurité du salon, la seule lumière provenant du lampadaire extérieur. Le silence dans l'appartement semblait différent. Pas vide, concentré. Sur la table basse se trouvait le programme des funérailles de mon père. Mon nom de famille imprimé à côté du sien. Sullivan. Un nom qui signifiait quelque chose. Un nom que j'avais un jour imaginé donner à Daniel devant un hôtel. J'ai fixé ce programme pendant longtemps. Puis j'ai rapproché mon carnet. J'ai tracé une ligne au centre de la page. Le matin après les funérailles de mon père ne ressemblait pas du tout à un matin. C'était comme la première image claire après une longue vidéo tremblante. Pas de flou, pas de confusion, juste des lignes nettes et une clarté brutale. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre de ma chambre était encore sombre quand mes yeux se sont ouverts. Pendant un instant, je ne savais pas pourquoi j'étais réveillé. Puis le souvenir a frappé comme il l'avait fait chaque jour depuis le diagnostic. Papa. La chambre d'hôpital. Le silence après le dernier souffle. L'éloge funèbre de Georges. Le murmure de Daniel. Ça me dégoûte. Le ricanement de Maya comme un clou dans ma colonne vertébrale. Je me suis tourné sur le côté. Daniel dormait toujours dans mon lit. Mon lit. Son bras était jeté sur mon oreiller. Son visage pressé contre mon côté du matelas comme s'il possédait l'espace, comme s'il y appartenait. Ce n'était pas le cas. Quel que soit l'amour que j'avais autrefois ressenti pour lui, il n'était pas seulement parti. Il semblait mort. Comme quelque chose qui avait pourri tranquillement au fond d'un réfrigérateur et qui venait seulement d'être sorti à la lumière. Il n'y avait pas de chagrin d'amour. Pas de peut-être qu'il ne le pensait pas. Pas d'instinct réflexe pour le protéger, juste un problème qui devait être résolu. J'ai glissé hors du lit avec précaution, sa main effleurant ma hanche pendant que je bougeais. Il a marmonné quelque chose et a tourné son visage plus profondément dans l'oreiller.
Je l'ai regardé un instant, observant la montée et la descente impassible de sa poitrine. Profite de ce dernier peu de confort, ai-je pensé. Tu n'en auras plus beaucoup d'ici midi. Dans la cuisine, j'ai mis en marche la cafetière plus par habitude que par désir. Le bourdonnement de la machine, le goutte à goutte silencieux semblait être un bruit de fond pour le tic-tac beaucoup plus fort dans ma tête. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La lueur de l'écran a baigné le comptoir d'un bleu pâle. Mes doigts ont bougé en pilote automatique. Courriel, portail bancaire, mot de passe. J'avais fait cela un millier de fois pour payer des factures, vérifier des soldes, transférer de l'argent sur le compte d'épargne commun que Daniel et moi avions ouvert pour notre future maison. Notre avenir. J'ai failli rire. La première cible était la carte de crédit supplémentaire. La carte supplémentaire que j'avais ajoutée à mon compte principal pour la commodité de Daniel, rendez-vous, essence, urgence. Les urgences dans son vocabulaire comprenaient les additions de bars avec des amis, les brunchs avec Maya, les nouvelles baskets dont il avait besoin parce que ses anciennes ne correspondaient plus à sa veste. Quelques clics m'ont amené à la page de gestion de la carte. Son nom était là, juste en dessous du mien, comme un parasite attaché à un autre sein. Statut de la carte, active. Mon curseur a survolé l'option. Annuler. J'ai cliqué. Une fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler cette carte? J'ai pensé au cercueil de mon père. J'ai pensé au murmure derrière moi pendant que je pleurais. J'ai pensé à la main de Daniel essayant de se faufiler dans la mienne sur le chemin du retour comme si de rien n'était. Très sûr, ai-je murmuré. J'ai confirmé l'annulation et j'ai regardé sa carte passer de active à annulée. Voilà, une veine coupée. Ensuite, le compte d'épargne commun. Nous l'avions ouvert il y a un an, assis dans le hall lumineux d'une banque, parlant d'acompte, de quartier et de notre endroit. J'avais été si fier, si pleine d'espoir. Chaque mois, sans faute, je virais une partie de mon salaire dessus. Daniel, quand il s'en souvenait, envoyait une fraction de cela. Je n'en ai jamais fait toute une histoire. Je me disais, nous sommes une équipe. Les équipes ne tiennent pas les comptes. Il s'avère qu'elles devraient. J'ai affiché le compte. Solde, un chiffre solide. Pas assez pour acheter une maison encore, mais plus que je n'avais jamais eu en épargne auparavant. Un monument silencieux à ma responsabilité et à sa volonté occasionnelle d'appuyer sur envoyer sur une application bancaire. J'ai fait le calcul rapidement. 90% étaient à moi, 10% à lui. Mes doigts ont à peine hésité lorsque j'ai configuré le virement. Ma contribution plus ma moitié des intérêts, directement sur mon compte courant personnel. Ces 10% du capital sont restés, avec les intérêts restants arrondis légèrement en sa faveur. Que personne ne dise que j'étais injuste. J'ai cliqué sur soumettre et j'ai regardé les chiffres marcher dans des directions opposées. Le compte semblait plus vide. Honnête, mais plus vide. Comme si nous avions gratté tous les jolis mensonges pour ne laisser que les faits. Une petite partie de moi a murmuré, c'est le moment. C'est le moment où tu peux encore faire marche arrière. Annuler le virement. Le réveiller. Prétendre que tu n'as pas entendu ce que tu as entendu. Mais l'image du visage de mon père dans ce cercueil est revenue, et derrière elle, la voix de Daniel. Ça me dégoûte. J'ai fermé mon ordinateur portable. Première phase terminée. Le café avait fini de couler. J'ai versé une tasse, enroulé mes deux mains autour et laissé la chaleur pénétrer mes doigts. Dehors, les premières lueurs grises effleuraient l'horizon. La phase 2 attendait dans le parking. Daniel aimait se vanter de son VUS. Il parlait du modèle, des fonctionnalités, de sa conduite douce. Il aimait la façon dont les gens le regardaient, la façon dont il affinait son reflet dans les vitrines des magasins. Ce qu'il ne disait jamais à voix haute, c'est que le titre de propriété, le prêt et l'assurance étaient tous à mon nom. Je ne suis tout simplement pas admissible à un bon taux pour l'instant, chérie, avait-il dit lorsque nous avions signé. Tu es meilleur avec l'argent. Je t'enverrai un paiement chaque mois. Son paiement était inférieur à un loyer réaliste. Je le savais. Il le savait. Mais je l'aimais, et je me disais que cela n'avait pas d'importance. C'est drôle comme je l'aime s'était rapidement transformé en c'est un étranger dans mon lit. J'ai ouvert le tiroir où je garde les doubles de clés et les menus à emporter.
Le double de la clé du VUS gisait là, inoffensif. Je l'ai retiré de l'anneau, l'ai mis dans ma poche, j'ai attrapé mon manteau et pris mon sac. Un instant, je me suis arrêté sur le seuil de la chambre. Daniel était toujours étalé en diagonale, emmêlé dans les draps, un bras étendu sur mon côté vide du lit, comme s'il cherchait quelqu'un qui n'était plus là, et ne le serait plus jamais. Fais la grasse matinée, ai-je pensé. Tu auras besoin de repos. Je suis parti sans un bruit. L'air froid du matin m'a frappé comme une gifle quand je suis sorti. J'ai remonté la fermeture éclair de mon manteau jusqu'au menton et j'ai marché jusqu'à son VUS, chaque pas crissant sur le trottoir givré. Le moteur a démarré facilement. J'ai ajusté le siège et les rétroviseurs sans culpabilité. Le tableau de bord s'est allumé, joyeux et inconscient. Alors que je conduisais vers le concessionnaire à quelques kilomètres de là, le chagrin et la rage siégeaient côte à côte dans ma poitrine. Mais en dessous d'eux, quelque chose de nouveau commençait à prendre racine. Le soulagement. Mon ami Théo gérait un parc de voitures d'occasion à la périphérie de la ville. Nous avions été au lycée ensemble. Je savais qu'il serait honnête avec moi. Je dois vendre ça vite, lui ai-je dit quand il m'a rejoint dehors, son souffle formant un nuage dans l'air. Il a passé une main sur le capot, a sifflé et m'a donné un chiffre. C'était juste, plus que juste, considérant la rapidité avec laquelle il a promis de le vendre. Je peux avoir les papiers prêts et un chèque pour toi d'ici la fin de la journée, a-t-il dit. Tu es sûr de ça, Yara? Complètement, ai-je répondu. Il a étudié mon visage, puis a hoché la tête. Il n'a pas posé de questions. Les vrais amis savent quand le silence est le choix le plus bienveillant. Je lui ai tendu la clé, redressé les épaules et appelé un Uber pour retourner à mon immeuble. Au moment où je suis sorti de l'ascenseur à mon étage, le ciel était passé à un gris matinal délavé. J'ai vérifié l'heure, 7h30 du matin. Daniel dormait toujours. Parfait. La phase 3 était la moins compliquée et la plus satisfaisante. Je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti un rouleau de sac poubelle noir très résistant, le genre que les entrepreneurs utilisent, le genre que mon père gardait dans son camion au cas où. Si mon chagrin est un déchet pour toi, pensais-je en ouvrant le premier sac, tes conforts peuvent être traités de la même manière. J'ai commencé par le placard de la chambre, son côté, pas le mien. Des chemises de marque qu'il avait achetées avec ma carte. Des chaussures dont il jurait avoir besoin pour des événements professionnels, même si la moitié d'entre elles avaient encore des étiquettes. Des vestes, des ceintures et 3 sweats à capuche presque identiques. Je n'ai pas plié. Je n'ai pas trié. J'ai arraché des bracelets de cintre et les ai fourrés dans des sacs jusqu'à ce que le plastique s'étire et se froisse. La salle de bain a suivi. Son eau de Cologne, ses produits capillaires, son rasoir électrique, son huile à barbe, toutes les choses qui transformaient mon espace en notre espace. Ils sont allés dans un sac d'un seul mouvement de bras. J'ai traversé l'appartement comme une tempête silencieuse. La console de jeu, les manettes et la pile de jeux. Sa collection de baskets près de la porte d'entrée. Les photos encadrées de nous qu'il aimait exhiber sur les réseaux sociaux. Couple puissant béni marraine. Un par un, les cadres sont allés face contre terre dans les sacs. Le verre cognait sourdement les uns contre les autres. À 9h du matin, il y avait une montagne de sacs poubelles noirs empilés au milieu de mon salon. 30, 35, 37 d'entre eux. Mes yeux ont balayé le tas. On aurait dit un monument à une relation morte. Derrière moi, j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Yara. La voix de Daniel était pâteuse. Quelle est cette odeur? Tu fais du café, chérie? J'ai mal à la tête. Il est entré dans le salon et s'est arrêté net. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé, la voix s'aiguisant. On déménage? Tu fais le ménage? Pourquoi mes chaussures? J'ai noué le dernier sac, les serré fort et les posé au sommet de la pile. Non, ai-je dit calmement sans me retourner. Je ne déménage pas. C'est toi qui pars. Il a ri, un son bizarre et nerveux qui n'a pas tout à fait porté. Ah, d'accord, tu m'as eu. C'est drôle. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai fait face. Ses cheveux étaient en désordre, son t-shirt froissé. Il se frotta les yeux avec la paume de sa main, encore à moitié dans le confort de la nuit précédente, le confort que j'avais fourni.
Je t'ai entendu aux funérailles de mon père, ai-je dit doucement. Hier, pendant que Georges parlait, pendant que je pleurais. Sa main s'est figée au milieu du frottement. Je. Quoi, balbutia-t-il. Yara, je ne. J'ai entendu chaque mot. Ma voix est restée plate, stable. Tu t'es penché vers Maya et tu as dit, peux-tu croire qu'elle pleure comme une enfant? Ça me dégoûte. Et elle a ri. La couleur a quitté son visage si vite que c'en était presque impressionnant. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il essayé. Tu étais bouleversé. Peut-être que tu as mal entendu ou que c'était une stupide. Ne fais pas ça. J'ai fait un pas de plus. Ne me mens pas dans mon propre salon. Pas aujourd'hui. Nous nous sommes tenus là, à quelques centimètres l'un de l'autre, le mur de sac poubelle se dressant derrière moi comme une marée sombre. Tu étais derrière moi pendant que je pleurais mon père, ai-je poursuivi, mon ton toujours contrôlé, presque doux. Un homme qui t'a accueilli chez lui, qui a réparé ton armoire cassée sans un mot, qui préparait de la nourriture supplémentaire quand tu venais au cas où tu aurais faim. Et tu t'es moqué de moi. Il a dégluti. Yara, j'étais dépassé. Les gens font leur deuil de manière étrange. D'accord, c'était un commentaire stupide. Je ne le pensais pas. Non, l'ai-je coupé. J'étais dépassé. Tu as été cruel. J'ai laissé les mots en suspens. Puisque mon chagrin te dégoûte tellement, ai-je dit en relevant le menton. Je te rends service. Je retire la source de ton inconfort de ta vie. Son front s'est plissé. De quoi tu parles? Je suis la source de tout le reste dans ta vie, Daniel, ai-je dit doucement. Cet appartement, le mien. Le VUS que tu aimes appeler ta voiture, déjà en route vers un concessionnaire. La carte de crédit supplémentaire que tu utilises comme si c'était un trait de personnalité, annulée. Le compte d'épargne commun. J'ai retiré mes 90%. Tes 10% sont toujours là. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Le choc, la colère et la panique se sont battus sur son visage. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il finalement éclaté. Yara, c'est de la folie. Je t'ai soutenu pendant la maladie de ton père. J'ai été là pour toi, et maintenant tu me jettes dehors pour un stupide. Tu as un heure, ai-je dit en regardant ma montre comme si nous discutions d'un créneau de livraison. Pour appeler Maya ou n'importe qui d'autre, et les faire venir te chercher, toi et tes affaires, les 37 sacs. Quand l'heure sera écoulée, tu me remettras les clés de cet appartement et tu partiras. Des larmes ont jailli de ses yeux. De grosses larmes dramatiques et brillantes. Yara, s'il te plaît, a-t-il dit, la voix brisée. Je suis désolé, d'accord? Je ne le pensais pas. J'étais juste. Je ne sais pas. J'étais mal à l'aise. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. On peut surmonter ça. Je l'ai regardé. J'ai pensé aux mains de mon père sur les miennes sur une canne à pêche. Au murmure brisé de ma mère, au moins, tu as Daniel, quand la respiration de papa a ralenti. À Daniel se penchant vers Maya et utilisant le mot au dégoût pour décrire mon chagrin. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit doucement, m'approchant si près qu'il devait regarder droit dans mes yeux. Te regarder pleurer en ce moment. J'ai laissé mon regard tomber sur les traces de larmes sur ses joues, puis je l'ai relevé. Ça me dégoûte. La façon dont son visage s'est décomposé à ce moment-là valait plus que toutes les excuses qu'il aurait pu offrir. Il m'a regardé comme s'il ne reconnaissait pas la femme qui se tenait devant lui. Cela faisait de nous deux. L'heure qui a suivi a été une masterclass en désespoir humain. Pas le genre noble que l'on lit dans les histoires de survie, mais le genre mesquin, frénétique, désordonné. Le genre qui vous montre exactement qui est quelqu'un quand le masque tombe. Daniel est passé par les 5 étapes du deuil en un temps record. Déni. Ce n'est pas réel. Tu surréagis. Tu dois encore être émotive à cause des funérailles. Colère. Tu jettes 3 ans pour un seul commentaire. Tu es folle, Yara. Marchandage. Parle-moi, s'il te plaît. Parlons-en. Je ne le pensais pas, d'accord? Je ne pensais rien de tout ça. Tu sais à quel point les funérailles me mettent mal à l'aise. Dépression. Il s'est effondré sur le canapé, la tête dans les mains, laissant échapper un sanglot tremblant qui aurait pu autrefois me transpercer.
Mais maintenant, le voir jouer le deuil, c'était comme regarder un étranger auditionner pour un rôle pour lequel il n'était pas assez talentueux. Acceptation, un murmure, très bien, peu importe. Je vais partir. Je me suis assise sur un de mes tabourets de bar, sirotant mon café comme si je regardais un documentaire sur le comportement de la faune. Mon détachement semblait le déstabiliser plus que l'expulsion elle-même. 30 minutes plus tard, il a finalement sorti son téléphone et a appelé Maya. Son cri était audible même de là où j'étais assise. Quoi? Maintenant? Tu es sérieux, Daniel? Je travaille. Oh mon Dieu. Yara te met vraiment dehors? Pourquoi? Parce qu'elle a mal entendu quelque chose. J'ai lentement haussé les sourcils. Mal entendu. Cette femme pensait vraiment qu'elle pouvait réécrire l'histoire pour échapper aux conséquences. Daniel a marmonné quelque chose sur le fait d'avoir besoin d'aide pour déplacer les sacs. Elle a apparemment accepté de venir car il a terminé l'appel avec une expiration tremblante. Au moment où le petit VUS de Maya est apparu à l'extérieur, Daniel avait réussi à se ressaisir suffisamment pour avoir l'air blessé au lieu de frénétique. Maya est entrée dans le bâtiment comme si elle en était propriétaire, ses talons claquant avec la fureur d'une femme qui adore le drame mais déteste être dérangée par celui-ci. Elle s'est approchée de ma porte comme si elle s'attendait à trouver un monstre de l'autre côté. Quand elle m'a vu assise calmement à mon îlot de cuisine, elle a cligné des yeux, décontenancée par mon air imperturbable. « Tu es un monstre de lui faire ça », a-t-elle lâché dès qu'elle est entrée. « Le suis-je » ai-je demandé, toujours assise. Ou suis-je simplement une femme qui ne veut pas passer sa vie avec un homme qui trouve son chagrin pour son père décédé dégoûtant? Sa mâchoire s'est refermée si vite que j'ai presque entendu le déclic. Daniel planait derrière elle, regardant de l'un à l'autre comme un enfant pris entre des parents en conflit. « Tu as déformé ce que j'ai dit », a-t-il réessayé. Ce n'était pas « tu le prends mal ». Je me suis levé lentement. « Daniel », ai-je dit doucement. Tes mots exacts étaient « peux-tu croire qu'elle pleure comme une enfant ?» Ça me dégoûte. Maya a tressailli. Daniel a pâli. Leur silence était leur propre confession. Commencez à déplacer vos affaires, ai-je dit gentiment. Le temps est presque écoulé. Il leur a fallu 45 minutes épuisantes pour transporter les 37 sacs poubelles jusqu'au VUS de Maya, remplissant son coffre, sa banquette arrière, et même le côté passager, jusqu'à ce que Daniel doive se coincer entre les sacs comme un raton laveur mécontent. Quand le dernier sac a été emporté, il s'est attardé sur le seuil. Son visage était strié de larmes séchées, ses épaules rentrées, plus petit que je ne l'avais jamais vu. « Tu le regretteras », a-t-il murmuré, la voix tendue, presque tremblante. « Tu fais la plus grande erreur de ta vie. » Je me suis approché jusqu'à ce que mon reflet remplisse ses pupilles. « Non, Daniel », ai-je dit, ma voix aussi stable que l'acier. « Tu as déjà fait la tienne. » J'ai fermé la porte, les verrouillé, j'ai appuyé mon front contre le bois frais pendant un long moment. Puis j'ai écouté le silence qui a suivi, un silence qui ne ressemblait en rien au vide. C'était comme la première bouffée d'air après avoir failli se noyer. Je pensais que le départ de Daniel était la fin. Mais une semaine plus tard, j'ai appris que les hommes désespérés à l'ego meurtri s'éloignent rarement discrètement. La première attaque a été numérique. Numéro bloqué, messages vocaux remplis de demi-menaces. Des messages textes envoyés à 2 heures du matin. S'il te plaît, parle-moi. Tu as ruiné ma vie. Tu as besoin d'aide. Maya a envoyé son propre venin. Waouh. Le mettre dehors alors qu'il t'a soutenu pendant la maladie de ton père. Tu es sérieusement dérangé. Tu es instable. Tout le monde le voit. J'ai supprimé chaque message sans le finir. Puis la campagne de dénigrement a commencé. Apparemment, Daniel et Maya ont dit à nos amis communs que j'avais fait une dépression nerveuse après la mort de mon père, que j'avais craqué sans avertissement, que Daniel avait été un petit ami compréhensif, pris au dépourvu quand je l'ai violemment mis à la porte. Quelques connaissances y ont cru. Dylan a texté, et j'entends des trucs inquiétants. Ça va? Anna a envoyé, mettre Daniel dehors comme ça. Pas cool, Yara. Je n'ai pas argumenté ni ne me suis défendu. Je n'en avais pas besoin. Ma vengeance ne nécessitait pas de cris. Elle avait besoin d'un seul tir, net et précis. Un tireur d'élite ne crie pas sur le champ de bataille. Elle attend.
Elle aligne la vérité et ne tire qu'une seule fois. Alors, j'ai passé un seul appel téléphonique à ma cousine Sarah, celle qui se tenait le plus près de moi aux funérailles. La même cousine dont le visage s'était crispé en regardant vers le dernier rang. La même qui m'avait serré dans ses bras immédiatement après que Daniel eut murmuré cette phrase. « Sarah, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Je dois te demander quelque chose d'important. Aux funérailles, as-tu entendu Daniel dire quelque chose pendant l'éloge funèbre ?» Il y a eu une longue pause. Puis, oh, Yara. Sa voix s'est adoucie de tristesse et de colère, le genre qui vient du témoignage de quelque chose d'impardonnable. Je n'étais pas sûr de devoir te le dire. J'ai tout entendu. Maya a ri. Maman en a entendu une partie aussi. Nous étions écœurés. Une lente expiration a quitté ma poitrine. Pas du soulagement, de la validation. Merci, ai-je murmuré. J'ai raccroché et j'ai appelé Marc. Si les groupes d'amis avaient des pays, Marc était le réseau d'information non officiel. Tout ce qu'il entendait, il le répétait avec précision. Si je voulais que la vérité se propage, il était le vecteur. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Yara, hey, j'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose. Est-ce que tu... Je vais te dire la vérité une seule fois, ai-je dit calmement. Et tu pourras choisir de croire Daniel ou moi. Il s'est tu. Aux funérailles de mon père, ai-je dit, pendant que je pleurais durant l'éloge funèbre, Daniel s'est penché vers Maya et a dit, « Peux-tu croire qu'elle pleure comme une enfant ?» Ça me dégoûte. Ma cousine Sarah était assez proche pour l'entendre. Elle l'a dit à sa mère. Je l'ai entendu moi-même. Silence. 10 secondes solides de silence de mort. Puis Marc a expiré fort. « Putain de merde », a-t-il murmuré. Il a dit ça à des funérailles? Aux funérailles de ton père? Oui. C'est monstrueux. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin car je savais que dans les 48 heures, mon téléphone commencerait à vibrer d'excuses et leur récit s'effondrerait sous le poids d'une simple vérité brute. 2 jours. C'est tout ce qu'il a fallu pour que l'histoire implose. 48 heures après ma conversation avec Marc, le ton de chaque message que je recevais a changé comme un changement soudain de temps. Les textes accusateurs se sont arrêtés. Les plus dubitatifs ont ralenti. Puis les excuses ont commencé. Yara, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. S'il a vraiment dit ça. Waouh. Je ne peux pas le défendre. J'aurais dû te demander d'abord. C'était mal de ma part. Les gens peuvent excuser presque tout. La tricherie, le mensonge, l'irresponsabilité. Mais la cruauté a des funérailles. C'est une ligne que même les plus tolérants ne franchiront pas. Le récit fabriqué de Daniel et Maya n'a pas pu survivre à la citation exacte se propageant dans nos cercles communs comme une traînée de poudre, surtout avec ma cousine Sarah confirmant qu'elle l'avait entendu. Même sa mère avait entendu des fragments et l'avait dit à plusieurs parents. La vérité n'a pas besoin de théâtralité. Elle a juste besoin d'oxygène. Et Daniel, sans le savoir, lui en avait donné beaucoup. Alors que leurs mensonges s'effondraient, le désespoir de Daniel a muté. Il a changé de stratégie. S'il ne pouvait pas contrôler l'histoire, il essaierait de se frayer un chemin de force dans ma vie. Littéralement. 3 jours après que la vérité ait commencé à circuler, j'ai reçu un appel du gérant de l'immeuble, Monsieur Green. Madame Sullivan, a-t-il dit, la voix tendue. Votre ancien partenaire est en bas avec un serrurier. Il prétend qu'il est locataire et que vous l'avez illégalement mis à la porte. J'ai cligné des yeux, puis je me suis lentement redressé. Vous a-t-il montré un bail, ai-je demandé. Non, a-t-il soufflé. Parce qu'il n'est pas dessus. Et j'ai le courriel que vous avez envoyé la semaine dernière confirmant qu'il ne réside plus ici. J'ai dit au serrurier que s'il touche à votre porte, j'appelle la police. J'ai expiré quelque part entre un rire et un soupir. Merci, ai-je dit. Je vous suggère de tout documenter, a-t-il ajouté. Il a l'air imprévisible. Daniel l'imprévisible, qui s'est moqué de mon chagrin parce que cela le dérangeait. Bien sûr, lorsque le droit acquis est menacé, il ressemble souvent à de l'imprévisibilité. Mais sa tentative la plus pitoyable était encore à venir. 2 jours plus tard, une enveloppe est arrivée dans ma boîte aux lettres. J'ai reconnu le type immédiatement.
Le genre de courrier faussement sérieux envoyé par des cabinets d'avocats de bas étage qui se spécialisent dans les menaces vides. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine, en sirotant du thé, imperturbable. À l'intérieur se trouvait une lettre de 3 pages sur du papier à en-tête bon marché qui disait « Demande de restitution financière ». L'avocat de Daniel prétendait qu'il avait droit à la moitié de la valeur du VUS. Il méritait un règlement en espèces pour détresse émotionnelle. Je lui devais 3 mois de soutien de type conjugal pour l'aider à se remettre sur pied. J'ai posé les papiers, les regardant comme s'ils étaient une mauvaise blague. Un petit rire m'a échappé. Soutien conjugal. Nous n'étions pas mariés. Nous n'étions pas fiancés. Nous n'étions même pas copropriétaires de quoi que ce soit. Daniel avait contribué à moins de 10% du compte d'épargne commun et payait des frais symboliques pour le VUS. Cela portait la marque de Maya, une femme qui traitait la manipulation comme une seconde langue. Mais je n'ai pas gaspillé ma salive en indignation. J'ai transmis la lettre à l'avocat de longue date de ma famille, Monsieur Caldwell, qui s'occupait déjà de la succession de mon père. Il m'a appelé cet après-midi-là, la voix chaude et tranchante sur les bords. J'ai rédigé une réponse, a-t-il dit. Cela devrait régler les choses. Quand le document est arrivé dans ma boîte de réception, je l'ai ouvert immédiatement. C'était un chef-d'œuvre. Une page, courte, chirurgicale, dévastatrice. Il y était indiqué que Daniel n'avait aucun droit légal sur aucun de mes biens. Il était un invité, pas un locataire. Le VUS, la carte de crédit et l'appartement m'appartenaient exclusivement. Puis vint le coup de grâce, une facture de 1 500 $ représentant la part impayée de loyer et de charges de Daniel pour le dernier mois où il a résidé chez moi. Et enfin, si M. Hartman cesse tout contact avec Mme Sullivan, elle renoncera à cette facture. S'il continue à poursuivre des actions en justice sans fondement, nous contre-attaquerons pour ce montant plus les frais de justice. Je me suis adossé à ma chaise. C'était propre, juste et absolu. J'ai imaginé Daniel le lisant, son visage rougissant, ses doigts tremblants, Maya regardant par-dessus son épaule avec les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité indignée. J'ai imaginé le silence qui a dû remplir la pièce par la suite. Et en effet, c'est exactement ce qui a suivi. Le silence. Pas un texto, pas un message vocal, pas une autre lettre. Il a disparu de ma périphérie comme si quelqu'un l'avait débranché. Mais le monde a un étrange sens du timing. Au moment même où Daniel disparaissait, le travail sur la succession de mon père arrivait enfin à son terme. Le poids de mon chagrin n'a pas disparu, mais il a changé, s'est adouci sur les bords, comme un bleu qui s'estompe, mais toujours sensible au toucher. Chaque jour, je m'occupais de quelque chose de petit. Clôturer des comptes, rencontrer des avocats, nettoyer des parties du garage de mes parents, et chaque tâche me semblait être un hommage à lui. Et chaque soir, je retournais dans un appartement calme qui me semblait enfin être le mien à nouveau. Certaines personnes confondent la solitude avec la paix. Ce n'est pas la même chose. La paix, c'est comme respirer de l'air pur après des mois de fumée. La paix, c'est comme un silence qui ne fait pas mal. La paix, c'est comme se choisir soi-même sans s'excuser. Pour la première fois depuis le diagnostic de papa, depuis les longues nuits à l'hospice, depuis le murmure aux funérailles, j'ai senti le plus faible pouls de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La stabilité, la force et l'esquisse d'un avenir qui n'incluait pas l'ombre de Daniel. La tempête était passée, mais la vraie reconstruction ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, l'hiver s'était installé profondément dans les os de la ville. Le genre de froid qui étouffe tout, l'air, le son, même la mémoire. La neige recouvrait les trottoirs comme les pages d'un livre que personne n'avait le cœur de tourner. En moi, cependant, quelque chose avait dégelé. Le chagrin de la perte de mon père s'était adouci en quelque chose de plus calme, de plus stable, moins comme une blessure et plus comme une fondation, un système racinaire qui sous-tendait tout ce que je faisais. Daniel, d'un autre côté, était devenu ce qu'il avait toujours été en réalité, un temps du passé, une note de bas de page dans l'histoire de la croissance de quelqu'un d'autre, une conséquence de ses propres choix. Et pourtant, le destin a un sombre sens de l'humour. Car avant la paix est venue la clarté, et avant la clarté est venu l'effondrement de la vie de Daniel. Lent, silencieux et douloureusement poétique. Les premières nouvelles sont arrivées par des connaissances communes, celles qui n'étaient fidèles ni à lui ni à moi, mais fidèles à l'information elle-même. Apparemment, son séjour sur le canapé de Maya a duré exactement 3 semaines.
3. Non pas parce qu'il a choisi de partir, mais parce que Maya l'a mis à la porte. Elle en a eu marre de jouer les babysitters émotionnelles, a dit quelqu'un avec désinvolture. Quand on s'est croisés à l'épicerie, elle a dit qu'il était trop au point. Trop. Imaginez être qualifié de trop par la femme qui s'est moquée d'une fille en deuil aux funérailles. Il est retourné vivre chez ses parents après ça, à 33 ans. Sa mère, qui m'avait un jour complimenté pour le garder les pieds sur terre, devait maintenant le ramener à la réalité de manière beaucoup plus littérale. Son travail, toujours intact mais précaire. Trop d'arrivées tardives, trop de jours de congé personnel pour pleurer la rupture. Apparemment, perdre l'accès au brunch, au salon et à un style de vie qu'il n'avait pas gagné l'avait frappé plus durement que de me perdre moi. Le VUS qu'il paradait, disparu, bien sûr, remplacé par une berline rouillée que son père avait l'intention de vendre sur Facebook Marketplace, le genre qui cliquetait au ralenti et haletait en montée. Maya s'est éloignée lentement après sa tentative de sauvetage ratée. Leur connexion avait toujours été construite sur la performance. Deux personnes orbitant l'une autour de l'autre parce que leur reflet semblait plus brillant côte à côte. Quand le reflet s'est fissuré, l'orbite s'est effondrée. Un ami m'a dit qu'ils n'étaient pas des amis. Ils étaient liés par la mesquinerie. Et la mesquinerie a une courte durée de vie. Pendant ce temps, ma propre vie a changé de manière inattendue. Un matin, je me suis réveillé submergé par les murs de l'appartement où j'avais pleuré, reconstruit et me suis réapproprié. Je l'ai mis en vente 2 semaines plus tard. J'ai acheté une petite maison à l'extérieur de la ville, un petit terrain, un Porsche à la peinture écaillée, un cabanon qui avait désespérément besoin de réparation. Le genre d'endroit que mon père montrait en conduisant en disant « Voilà une ruine à retaper qui en vaut la peine ». Le premier week-end que j'y ai passé, j'ai parcouru lentement les limites de la propriété, mes bottes craquant sur le givre, les mains dans les poches. La terre semblait curative, honnête, comme si elle ne me demandait rien d'autre que de l'attention et de la patience. Alors, j'ai commencé à reconstruire, à repeindre, à remplacer les installations, à réapprendre à travailler le bois. Chaque fois que je ponçais une surface pour la rendre lisse, je pensais aux mains de mon père sur les miennes, me guidant quand j'étais enfant. Lentement, régulièrement. Laisse l'outil faire le travail, ma chérie. Il n'était pas là. Pas physiquement, mais je le sentais dans le grain de chaque planche. Quelques mois plus tard, j'ai utilisé une partie des bénéfices de la vente de la maison pour lancer quelque chose de nouveau. La Fondation des métiers Sullivan. Des bourses pour les jeunes qui se lancent dans la charpenterie, l'électricité, la plomberie, de vrais métiers pour de vraies familles. Le genre d'avenir auquel mon père croyait. Quand j'ai signé le premier chèque de bourse, j'ai pleuré. Non pas de chagrin, mais de gratitude. Je ne guérissais pas seulement. Je construisais quelque chose à nouveau, quelque chose de réel. Et puis est venue la rencontre. Je chargeais des sacs de terre de 40 livres à l'arrière de mon camion sur le parking d'un magasin de bricolage quand une vieille berline cliquetante s'est garée en face de moi. Au début, je ne l'ai pas reconnu. Puis je l'ai vu, Daniel. Il semblait plus petit. Pas physiquement, mais en présence. Le genre de petitesse qui vient après des mois à se diminuer soi-même sous le poids des conséquences. Au moment où il m'a reconnu, il s'est figé derrière le volant. Ses yeux se sont agrandis. Choc, honte, quelque chose de fragile entre les deux. Pendant un battement de cœur, tout s'est immobilisé. Des flocons de neige flottaient paresseusement entre nous. Son souffle embuait le pare-brise. Mes mains reposaient sur le sac de terre, à mi-chemin. J'ai attendu de ressentir quelque chose. La colère, l'amertume, la justification, même la pitié. Mais rien n'est venu. Rien. C'était comme regarder quelqu'un que j'avais croisé une fois dans l'allée d'une épicerie. Quelqu'un dont je ne me souvenais pas tout à fait du nom. Quelqu'un sans importance. Daniel a détourné le regard le premier. Il s'est garé à l'autre bout du parking. J'ai fini de charger mon camion, j'ai épousseté mes gants et je suis rentré chez moi sans regarder en arrière. Cette nuit-là, alors que je me tenais dans mon jardin à regarder la neige se poser sur la clôture que j'avais réparée moi-même, une prise de conscience m'a envahi. La vraie vengeance n'a jamais été dans la carte de crédit annulée. Ni dans le VUS repris. Ni dans l'expulsion. Ni dans le silence après la lettre de mon avocat. La vraie vengeance était cette paix. La vie qu'il a essayé de contrôler est devenue la vie que j'ai reconstruite,
plus forte qu'avant. L'amour dont il s'est moqué est devenu l'amour qui alimente tout ce que je crée maintenant. Le chagrin qu'il trouvait dégoûtant est devenu la boussole qui m'a ramené à moi-même. Daniel a perdu l'accès au monde que j'avais construit pour lui. Mais moi, je me suis retrouvé.